l'idée, c'est de d'avoir une compréhension générale du cadre du droit au regroupement familial et le simple fait que vous ayez devant vous déjà un cercle avec 4 cadres va vous permettre de retenir, les grandes clés de compréhension du droit au regroupement familial en Belgique. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur toute l'histoire du droit au regroupement familial, mais c'est quand même important de savoir d'où l'on vient. Comment le droit au regroupement familial a-t-il été inscrit dans le droit belge? Eh bien, il est inscrit au carrefour de 4 grandes tendances. La première tendance, c'est le contexte historique de l'adoption de la loi belge du 15 décembre 1980. On est dans un contexte d'immigration dite zéro, ce qui était un fantasme ou une utopie ou une illusion, mais une immigration restreinte et donc une loi qui dit il n'y a pas d'immigration sauf. Et le regroupement familial est une des quelques exceptions. Et attention, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait les citoyens européens, une des exceptions, le regroupement familial, les réfugiés, et alors, bon, les étudiants un petit peu, les travailleurs difficilement, mais de manière générale, on est face à une législation assez restrictive. Alors, la partie regroupement familial va être influencée par une série de forces qui vont avoir un impact sur le contenu du cadre légal. Une première, c'est évidemment le droit de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, au départ, c'est la libre circulation des travailleurs qui sont des citoyens européens, mais avec ces travailleurs, ce sont aussi les membres de leur famille, en ce compris les membres de la famille qui sont des citoyens de pays tiers. Et là, on va avoir une jurisprudence très volontariste de la Cour de justice de l'Union européenne qui va pousser les États à rendre ce droit effectif en posant à chaque fois la question de savoir si des conditions mises n'entravaient pas la circulation du travailleur. Et donc, le membre de la famille d'un citoyen européen, membre de la famille qui est lui-même citoyen ou qui est une citoyenne d'un pays tiers, est particulièrement privilégié dans ce système. À un tel point, et on y reviendra, mais c'est important de le souligner, que l'époux malien d'une ressortissante italienne qui travaille à Bruxelles est beaucoup mieux traité que l'épouse marocaine d'un citoyen belge qui vit en Belgique. Il y a là ce qu'on appelle une discrimination à rebours qui a été voulue par le droit de l'Union européenne. La discrimination n'a pas été voulue par l'Union européenne, mais les États, obligés par l'Union européenne de s'ouvrir aux membres de la famille des citoyens européens, ont freiné autant qu'ils pouvaient pour les familles internationales de manière générale, mais sauf celle-là parce que les États n'avaient pas le choix. Mais donc, première impulsion, c'est l'impulsion du droit de l'Union européenne. Alors, ce droit de l'Union européenne ne va pas se contenter de favoriser les membres de la famille des citoyens européens qui ont circulé, va aussi, et c'est, on va pas pouvoir rentrer dans les détails de cela, mais construire tout un corpus, toute une réflexion autour du concept de ce que ça veut dire être citoyen européen. Et même quand on est un citoyen sédentaire. Mais ça prend du temps et ce sont des créations jurisprudentielles qui ne sont pas traduites dans la loi. Et donc, pour tout un chacun, c'est extrêmement compliqué de les mobiliser. Il faut être, et j'entends que Donatienne est ingénieur au départ, il faut être ingénieur du droit et technicien pour s'y retrouver dans les méandres de cette législation et avoir recours à des services spécialisés, des avocats, mais spontanément, il est extrêmement difficile de trouver son chemin dans cette législation. Mais donc, première impulsion, le droit de l'Union européenne, surtout pour les citoyens et les membres de leur famille. Autre impulsion, le droit fondé sur les droits humains, et donc notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais elle reste assez timide en matière de regroupement familial, avec en arrière-plan l'idée que les familles n'ont pas le droit de choisir leur pays d'installation. Et donc que si ce n'est pas le nôtre, c'est encore mieux. Et donc une famille transnationale, je reprends une famille composée d'une ressortissante marocaine, de son conjoint marocain qui vivent à Bruxelles, la tentation est grande de leur dire mais vous pourriez tout aussi bien vivre au Maroc.
même s'ils vivaient en Belgique depuis longtemps. Et s'ils sont marocains et équatoriennes aussi. En plus, vous avez une deuxième possibilité. Pourquoi pas l'Équateur? Et donc, il y a cette tentation en arrière-plan qui explique une jurisprudence compliquée de la Cour européenne des droits de l'homme, sauf lorsqu'il y a des enfants. Là, il y a une protection un peu plus importante. Et donc, on est dans une ambiance que vous voyez en bas à gauche de sécurité, de contrôle, de méfiance. Et ce cadre que je viens de vous expliquer va conduire à ce qu'il existe plusieurs sortes de familles migrantes, celles qu'on aime bien et celles qu'on aime moins. Celles qu'on aime bien, elles sont en bleu ciel, c'est comme, bah oui, c'est comme le climat. Elles sont en bleu ciel, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, là on va les soigner. On va vraiment les soigner. En fait, c'est le droit de l'Union européenne qui les soigne et qui contraint les États. Les Belges et les membres de leur famille, on est déjà plus proche d'un bleu foncé, on est proche de l'orage, on n'est pas particulièrement heureux que les Belges, même nouveaux Belges, et on considère que ce sont surtout les nouveaux Belges qui le font, constituent des familles avec des ressortissants d'États tiers, ça génère une certaine méfiance, et donc la faveur est moindre, les conditions sont plus difficiles à remplir. Et puis il y a les autres. Alors, ils sont chez moi, c'est en rose-violet, mais en tout cas, c'est une couleur en fait assez indéfinissable. Les citoyens, les ressortissants d'États tiers et les membres de leur famille sont plus maltraités, les exigences sont multiples, tant sur le fond que sur le plan de la procédure, avec une certaine faveur pour les réfugiés, mais c'est une faveur qu'il faut vraiment arracher aux autorités. On sent bien que c'est difficile d'arracher cette faveur aux autorités. Et derrière ces trois grandes catégories, et là je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive, mais ce PowerPoint, il peut être distribué sans problème, la tentation est grande en permanence de créer différents types de familles. Les citoyens de l'Union qui ont circulé, les meilleurs, les expats, et celles et ceux qui ne circulent pas. C'est déjà moins soigné. Les couples homosexuels et hétérosexuels, alors en Belgique, cette distinction petit à petit a été supprimée, mais il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ne la suppriment pas, ou en tout cas qui sont très réticents. Il faut les forcer à supprimer. Les couples mariés, non mariés, la distinction en droit belge, elle existe quand même encore, puisque les mariés ne doivent pas vivre ensemble 1 an avant le regroupement familial, tandis que les non-mariés, il faut d'abord qu'ils vivent ensemble 1 an avant d'avoir accès au regroupement familial. Il y a aussi une distinction assez claire entre les nouveaux nationaux, les anciens nationaux, les réfugiés sur place et les autres, les nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis longtemps. Ces distinctions, elles ne sont pas toujours présentes en droit belge, mais attention, elles sont présentes dans d'autres pays de l'Union européenne qui pourtant sont soumis au même socle de base. Et la Belgique a eu tendance ces dernières années, non pas d'aller s'inspirer de ce que ses voisins européens faisaient de meilleur et de plus généreux, d'aller plutôt voir ce que les voisins européens font de moins généreux. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qui se passe ailleurs, parce que ça nous guette. Ça guette la Belgique de revenir en arrière sur des acquis qui existent depuis des années. Et je terminerai ce large panorama avant de parler davantage des conditions par le fait que ce qui n'aide pas à comprendre le droit au regroupement familial, outre ces 3 régimes et sous-régimes, c'est le fait qu'il y a plein de juges pour nous dire quelque chose sur ce droit au regroupement familial. La Cour de justice de l'Union européenne, et tant mieux parce qu'elle est assez protectrice, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est plus compliqué, il faut fouiller pour trouver les bases d'une protection, les comités onusiens, qui sont assez intéressants, notamment lorsqu'il y a des enfants, le comité des droits de l'enfant, et au milieu de tout ça, on a le juge national. Mais même au niveau du juge national, la compétence est principalement une compétence du juge administratif, mais aussi parfois une compétence du juge civil pour reconnaître l'existence des liens. On est donc dans un enchevêtrement de normes et d'autorités qui rendent l'accès au droit excessivement difficile.
est d'autant plus difficile que le juge national principal est un juge, le Conseil du contentieux des étrangers, qui n'a qu'une compétence qu'on appelle marginale d'annulation. C'est un juge qui dit « Vous n'avez pas bien travaillé, j'annule votre décision, vous recommencez ». Ce qui aboutit parfois à ce qu'on appelle le carrousel. Il y a 4 refus, 4 annulations par le juge, et ça continue. Je me suis retrouvée dans un dossier où, pour faire venir un enfant recueilli en kafala du Maroc, il a fallu 7 ans. 4 annulations par le juge, une condamnation par le comité des droits de l'enfant, mais tout cela à cet enfant, ça lui fait une belle jambe. Pendant 7 ans, cet enfant a vécu dans cette angoisse d'une impossibilité du regroupement. Alors tout ce cadre va se manifester dans des conditions extrêmement strictes, conditions qui permettent de se poser la question de savoir qui a droit au regroupement familial, donc quelle famille, quelles sont les conditions, quelle est la procédure, et aussi quand est-ce que le regroupement va être possible, quels sont les délais. Et évidemment, tout ça pose au milieu la question de la légitimité de toutes ces conditions. Alors, on ne va pas pouvoir, et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ces conditions, mais donc quelques grands points d'attention pour que vous ayez une photographie, vous disposiez d'une photographie générale de ces régimes. Alors, premièrement, de quelle famille on parle? Mais là, comme vous avez 3 régimes, vous avez 3 colonnes. Vous avez à droite, l'européen, celui qui est le plus favorisé. On ne s'y arrête pas parce que précisément, il a toutes les faveurs. Et à gauche, au milieu, le belge et les membres de sa famille, et à gauche, le ressortissant de pays tiers et les membres de sa famille. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le regroupement familial, c'est réservé à papa, maman et les enfants mineurs. C'est essentiellement comme cela que le regroupement familial est construit. Il y a une exception pour les parents d'un mineur belge, d'un mineur européen ou d'un mineur reconnu réfugié. Là, on a un regroupement pour les ascendants. Si ce mineur est bien mineur, il faut que ce soit un enfant. Par contre, ce qui pose énormément de problèmes dans la pratique, c'est le fait qu'il n'y a pas de possibilité pour les collatéraux, donc entre frères et sœurs d'une famille qui parfois a été séparée par l'exil et parfois par la guerre, eh bien, le grand frère congolais reconnu réfugié en Belgique ne peut pas être rejoint par sa petite sœur, qui serait restée orpheline au pays. Donc les collatéraux, ce n'est pas possible. On peut le demander, mais c'est comme demander l'aumône avec l'Office des étrangers. C'est extrêmement difficile, on ne sait ni s'ils répondent, ni quand ils répondent, ni si ça va être positif. Deuxième grosse difficulté pour les familles, c'est le regroupement des ascendants. Pas plus tard qu'hier, j'avais devant moi une dame biélorusse dont la vieille maman biélorusse vit seule aujourd'hui à Minsk. Cette dame biélorusse est aujourd'hui belge, d'origine biélorusse, travaille en Belgique, sa sœur vit au Royaume-Uni, a épousé un Estonien. Tous ces gens travaillent, ont des moyens, et cette dame est toute seule à Minsk. Eh bien, la faire venir, même en garantissant on payera tout, elle vivra avec nous, ça ne fonctionne pas. Là aussi, c'est demander l'aumône. Alors, admettons même qu'on rentre dans le cadre, qu'on forme famille. Eh bien, en plus, il faut que ce soit une famille qui réponde à toute une série de conditions matérielles. Il faut un logement suffisant et suffisamment grand pour accueillir toute la famille à la date de la demande. Comme la procédure peut durer de 6 mois à 1 an, eh bien, ça veut dire que parfois, il faudra un appartement 4 chambres alors que l'on vit encore seul pendant 1 an. Vous imaginez le coût et l'absurdité vu la crise du logement. Il faut une couverture mutuelle, ça, c'est pas le plus compliqué. Il y a évidemment un contrôle de la fraude. Est-ce que c'est une vraie histoire? Ces gens ont été séparés des années. Est-ce qu'il y a encore un lien d'affection qui existe? Et il faut surtout des conditions de revenus. Mais des conditions de revenus, si on les imposait à la plupart des familles belges, ne seraient pas réunies, puisqu'il faut des revenus stables, réguliers et suffisants dans la plupart des cas. Stable, régulier et suffisant, et des revenus d'une personne du couple,
qui soit stable, régulier, suffisant, celle qui est déjà là. On est aujourd'hui à 2 100 € net par mois, avec une exigence d'un contrat d'au moins 1 an, et encore 1 an, c'est pas si simple. Qui gagne 2 100 € net par mois avec un CDI, finalement, en résumé? C'est finalement assez rare. C'est assez rare. Et cette condition est absurde parce qu'elle est imposée à un des deux membres du couple. Combien y a-t-il de familles en Belgique ou de couples où un des deux a cette certitude-là? Ça n'a aucun sens sur le plan légal, mais jusqu'à ce jour, cette exigence perdure. Et l'Union européenne, là, la Cour de justice souffle le chaud et le froid et ne donne pas d'indication que cela pourrait être supprimé. Alors ensuite, il y a les conditions de procédure. Ça, c'est aussi, ce sont aussi des conditions qui vont entraver le regroupement de nombreuses familles. Lorsque l'étranger rejoint, ou l'étrangère rejoint un Belge ou un citoyen de l'Union, la demande peut être faite en Belgique. Attention, il y a quand même beaucoup de communes qui vont répondre aux personnes qui leur posent la question: non, non, ce n'est pas possible. Si l'étranger de pays tiers est en séjour illégal, on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai, c'est un droit garanti par la loi. En séjour illégal, une personne a le droit de demander le regroupement. Après ça, c'est un droit, il peut être revendiqué et in fine, ça fonctionnera. Mais les intimidations sont rares, mais elles existent dans certaines communes, des intimidations consistant à ce qu'il y ait la police dans les locaux de la commune qui surveille, il y ait des arrestations de temps en temps. J'entendais ce matin à la radio que le Morgen a publié une étude sur la discrimination dans la commune de notre ancien ministre Pieter De Crème. Ils ont analysé sur un large échantillon de dossiers le temps qu'il faut pour un citoyen belge, belge avec un nom bien belge, déjà Sarolia, ça ne fonctionnerait pas, belge avec un nom bien belge, ou un citoyen européen pour obtenir la visite de l'agent de quartier. Eh bien, 2 semaines pour De Crème. Saroléa, ce serait sans doute 2 mois. Et alors, je ne prononce même pas un autre nom où on est là à jusque 6 mois ou 1 an. Mais donc, vous imaginez, c'est une enquête du Morgen sur des centaines de dossiers. Donc, ça arrive. Alors, il faut se battre. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites la plupart d'entre vous dans vos quotidiens. Mais bon, ça nécessite des budgets pour des ONG et des associations qui vont se battre contre des autorités qui ont une loi à respecter. Il y a des communes qui font leur boulot magnifiquement et qui donnent des conseils. Bien entendu, il y en a aussi énormément. Et tant mieux, et on peut s'en réjouir. Enfin, on ne doit pas s'en réjouir, c'est normal, mais ça vaut quand même la peine de le souligner. Tandis que la demande peut donc être faite directement en Belgique. Mais si le regroupement familial se fait au nom du ressortissant d'un pays tiers, la demande doit impérativement être faite à l'étranger. Il y a des exceptions, mais elles sont extrêmement complexes à mettre en œuvre. Ça prend du temps, énormément de temps, donc la demande doit être faite à l'étranger. Alors tout ceci vous m'amène à une forme de conclusion, ou en tout cas à des pistes de réflexion sur l'accessibilité du regroupement familial. Un premier enjeu d'accessibilité, eh bien, c'est effectivement l'accès à la procédure. Déjà, il est extrêmement difficile de faire une demande à l'étranger dans un pays en paix. Au Cameroun, il faut 3 à 4 mois pour avoir un premier rendez-vous dans un consulat ou une ambassade. Et ne parlons même pas alors des pays en guerre. Notamment, nous sommes confrontés dans notre équipe, parce qu'on travaille beaucoup à l'est de la République démocratique du Congo, quand le consulat de Kigali, quand l'ambassade de Belgique, enfin quand la Belgique cesse ses relations diplomatiques avec le Rwanda ou inversement, c'est une voie d'accès qui se ferme, et on envoie aujourd'hui les citoyens de Goma et de Bukavu faire leur demande de visa à Nairobi ou à Kinshasa, sans alternative électronique à ce jour. Est-ce réaliste? Est-ce possible de fonctionner d'une telle manière au XXIe siècle, en 2025? Le comble, ça a été pour les habitants de Gaza, qui, dans un premier temps, devaient faire leur demande de visa regroupement familial à Tel Aviv. Est-ce qu'on peut nous expliquer? Alors, ça s'est assoupli avec la possibilité de faire des demandes de visa regroupement familial par la voie électronique pour la famille
nucléaire qui remplit toutes les conditions, mais lorsqu'il s'agit du grand frère qui fait venir sa petite sœur ou du Palestinien établi à Bruxelles depuis des années qui veut faire venir ses parents qui sont dans l'enfer de Gaza par un visa humanitaire familial, eh bien, ce n'est pas possible. Alors, les tribunaux ont condamné, mais l'État belge fait la sourde oreille pour le moment s'agissant de ces condamnations. Et donc, première question, la question de l'accès, purement matériel. Deuxième question, la question des obstacles insurmontables qui sont les conditions matérielles, les conditions procédurales, les conditions financières, les conditions de temps. Il faut parfois faire la demande dans des délais extrêmement courts, notamment pour les réfugiés reconnus, et ces délais sont parfois trop courts pour obtenir fût-ce une pièce de l'état civil qui permet d'établir un lien. Et autre question d'accessibilité, mais vous l'avez compris à travers mon exposé, c'est simplement le fait de comprendre le système. Que dit la loi et devant quel juge aller, c'est extrêmement compliqué. Et je terminais en disant, et avant de céder la parole à Christine, qui va vous parler des victimes de violences dans ces familles où déjà la violence administrative et légale est très forte, et si l'on y ajoute de la violence intrafamiliale, le système est encore plus complexe. Alors, quelles familles finalement parviennent à réussir le regroupement familial? Moi, je dis toujours que ce sont des familles qui n'existent pas. Même si elles étaient belgo-belges. C'est une famille où on a papa, maman et un enfant mineur. Jusque-là, il y en a. Une famille riche et d'un autre siècle, une famille où on ne se dispute pas. Hein, il faut vivre ensemble pendant 5 ans sans séparation. Donc une famille, papa, maman, un enfant mineur, riche, stable, pas de problème dans la famille. Gestionnaire idéal, hein, toujours le bon logement, la bonne couverture mutuelle et des revenus garantie, pas de perte d'emploi, pas de contrat précaire, pas d'intérim, pas 2 boulots, pas 3 boulots, il faut un seul boulot. Et puis une famille exemplaire, puisqu'aujourd'hui, le réflexe est d'imposer de plus en plus de conditions de connaissance de la langue et d'intégration avant même de pouvoir demander le regroupement familial, et avec le risque qu'à la moindre incartade, vous perdiez ce droit. Donc c'est aujourd'hui un droit relativement inaccessible. Alors, cela peut nous amener, il y a un point positif que l'on peut tirer de cela. Un seul, et il est tout petit par rapport à tous les désavantages, c'est que l'on peut répondre aisément aux discours négatifs sur les migrants en Belgique en disant, en tout cas, ceux qui sont là, ils sont exemplaires. Ils ne coûtent rien à personne, puisque sinon ils perdent leurs droits. Ils n'ont pas de comportement négatif, sinon ils perdent leurs droits. Ils ont un logement suffisant. Ce sont des familles qui ne se séparent pas. Tout va bien. C'est une famille où la vie est parfaite sur tous les plans. Donc, en tout cas, c'est le seul point positif que l'on peut retenir, c'est que la famille migrante qui se regroupe en Belgique, elle est un modèle qu'on devrait mettre en évidence pour toutes et tous.